des conditions drastiques dans lesquelles vous envisageriez ce don du corps momentané, ou est-ce que vous fermez définitivement la porte à cette mesure, et si vous fermez la porte à cette mesure, quel est le fondement de votre refus? Est-ce que c'est l'instrumentalisation du corps de la femme? Est-ce que c'est la négation de la maternité? Vous avez évoqué, ou vous, madame, le problème d'une maternité ressentie très tôt lorsque la femme est enceinte, ou est-ce que c'est une dissociation entre l'embryon de soi portant son matériel génétique dans une quête un peu obsessionnelle de se reproduire sans tenir compte d'autres éléments? Voilà, j'ai 10 000 questions à vous poser, mais on va se limiter à ça pour l'instant, si vous voulez bien. Ce que je vous propose, c'est de répondre au rapporteur, puis ensuite nos collègues prendront la suite des questions. Monsieur Miravel. Alors, sur le statut de l'embryon, comment le voyons-nous? Est-il une personne? Je ne suis pas certain qu'il soit une personne, mais me semble-t-il, il y a vraiment un doute, quoi. Et le doute devrait lui profiter. Que je ne suis pas capable je ne souhaite pas rentrer dans une discussion philosophique sur le statut de l'embryon, et je pense qu'elle dépasserait mes compétences. Par contre, notre histoire commence à ce moment-là. Et je ne vois pas, moi, comme médecin, de point de rupture indiscutable après celui de la fécondation. J'en vois pas. Il y en a un, si je peux oui. me permettre. Allez-y, je vous en prie. Il y a deux gamètes indépendants, oui. Puis ils fusionnent, ils créent un embryon. Il y a un moment quand même, c'est la nidation. Quand cet embryon arrive dans un utérus, là, il est en projet, comme dit la loi, un projet parental, et je dirais que le processus est irréversible. En revanche, dans la nature, un certain nombre de fécondations se produisent avec des embryons qui sont spontanément éliminés parce qu'ils ne sont pas implantés dans l'utérus de manière, je dirais, totalement naturelle. Donc il y a quand même une étape biologique qui est que l'embryon non implanté dans un utérus n'a pas une histoire naturelle à devenir un homme. Je ne revendique pas qu'on investisse tout embryon d'une façon absolument... Et en même temps, je ne vois pas ce que ça change l'implantation sur le plan de la nature de l'embryon lui-même. Vous voyez, ça change sur une réalité biologique s'il est implanté, certes, mais ça ne change pas sa nature. Il est toujours embryon, c'est toujours le même. C'est toujours le même. Et ça nous éclaire beaucoup, la congélation embryonnaire. Ça nous éclaire beaucoup, parce que cet embryon qui est congelé dans l'azote liquide et qui peut-être sera réimplanté dans 4, 5 ou 10 ans, sait-on jamais, dans l'utérus de sa maman, eh bien, elle ne doute pas une seconde, ni vous ni moi, que c'est bien le fruit de la conception qui a eu lieu à ce moment-là, et que c'est bien l'enfant de cette mère, quoi, hein. Vous voyez, donc il me semble-t-il, nos pratiques de congélation et la façon dont nous pouvons les regarder et prendre conscience de ce qui se passe quand les embryons sont réimplantés, ce qui n'est pas évidemment un cas très fréquent, mais ça peut arriver, montre bien à quel point cet embryon est vraiment le même que celui qui était là et le fruit de... Reconnaissons que votre analyse est cohérente, mais... J'admets. Ça ouvre totalement le débat sur l'embryon, mais votre analyse est cohérente. Alors après, y a-t-il des situations où le diagnostic prénatal et préimplantatoire soit possible? Certes, bien sûr qu'il y en a. Le diagnostic préimplantatoire et prénatal est possible dans les situations où il va être utile pour soigner l'embryon. Et à ce moment-là, on s'en réjouit, je veux dire. Le diagnostic prénatal, lorsqu'il diagnostique en prénatal une malformation cardiaque qui va pouvoir être accueillie au moment de la naissance, à ce moment-là, c'est formidable. Peut-être dans quelques années, aurons-nous des diagnostics biologiques qui permettront de traiter et de prévenir, que sais-je, des diabètes, on peut imaginer des maladies ophtalmologiques, voilà. Par contre, avons-nous une légitimité à détruire l'embryon au prétexte qu'il porte une maladie? Je ne pense pas que ce soit juste, et pourtant, loin de nous l'idée de jeter la pierre à ceux qui prennent ce chemin, parce qu'on en accompagne tous les jours et qu'on voit à quel point les difficultés sont immenses, à quel point la souffrance est parfois abyssale, et donc dans un grand
respect des personnes et des parcours et des histoires personnelles. Notre préoccupation, c'est que la vie, même malade, même blessée, même souffrante, puisse être accueillie et bien accueillie. Et oserais-je Vous avez des dire... mots assez durs. Vous dites qu'il y a un paradoxe dans notre société. Oui. On accueille le handicap et dans le même temps, vous utilisez un mot fort, le rejet de... Oui, oui. Vous pensez que les techniques de diagnostic constituent un rejet? Oui, de cette façon, oui. J'avais au téléphone un couple il y a quelques semaines qui attendait un enfant trisomique et avec ses parents, on a eu un long échange et ce couple me disait, vous savez, tant que l'enfant sera petit, ça va aller, on aura la force et mon mari et moi, on se sent capable de l'aimer et de l'accueillir. On n'a pas de souci avec ça. Ce qui nous fait peur, c'est plus tard. Parce que nous savons que le monde que nous lui réservons risque de ne pas lui laisser une bien grande place. Et ce couple-là, mais je pense que beaucoup d'autres sont dans cette situation-là, c'est pas leur enfant qui rejette, c'est pas le bébé souffrant de la maladie qui rejette, c'est la place que nous lui réservons et que nous lui accordons. Autre éclairage pour éclairer ma position, entre le début de la pratique de la sélection prénatale pour la trisomie 21 et la réalité d'aujourd'hui où plus de 98% des enfants sont avortés, on voit bien qu'il y a une forte pression sociale et dans l'imaginaire. Hein. Et c'est d'ailleurs étonnant parce que souvent quand je dis que j'ai un enfant trisomique, les gens me disent « Oh mais ils sont très gentils, ils sont très accueillants, etc. » Je dis « C'est vrai, c'est vrai. » Alors, et en même temps, c'est pas si facile. Et ce discours qui parfois idéalise le handicap me met hors de moi. Je dis, c'est vrai. Et en même temps, c'est tellement dur certains jours. Mais ça n'enlève pas une question. C'est comment se fait-il que nous soyons aujourd'hui à 98%, vous voyez, alors que ils sont si gentils. Et donc la pression sociale et la liberté des familles de poser un choix qui soit... Comment voulez-vous qu'un choix soit libre si je ne suis pas absolument convaincu que mon enfant sera accueilli au moins aussi bien que les autres et sans doute mieux parce qu'il est souffrant et que donc parce qu'il est souffrant, notre société devrait lui réserver la meilleure place. Hein. Alors ce jour-là, les choses peuvent changer, vous voyez, mais aujourd'hui, voilà, je suis soucieux de ça. Ouais. Je pourrais juste rajouter une chose qui nous est témoignée aussi, c'est par rapport à la recherche, combien le diagnostic prénatal va à l'encontre de la recherche sur les maladies. Et il y a des personnes qui nous disent, par exemple, porteurs de spina bifida, où il y a beaucoup moins de spina bifida aujourd'hui, où ça, en tout cas, ça pose des questions sur le nombre de praticiens qui seront capables de prendre en charge la maladie, ou bien sur les tests prédictifs sur le cancer. On se dit, mais est-ce qu'on investit tout dans la recherche sur la maladie pour éviter, pour tout ce qu'a fait toujours la médecine depuis toujours, hein, pour essayer de guérir le plus possible. Et on a eu des échanges avec les associations qui travaillent sur le cancer à ce sujet, qui étaient, c'est vrai, ennuyés de voir ces développements. Je peux préciser une chose? Oui, vas-y, et puis après on passe. Dans l'accueil du handicap, notre législation française aujourd'hui, qui accepte l'avortement sous certaines conditions, ne pose même pas la question de savoir les conditions de l'accueil. On peut même imaginer que la mère qui recourt à un avortement se trouve dans une détresse morale qui résulte de l'idée que son enfant pourrait être mal accueilli parce qu'elle n'est pas dans les conditions idéales, familiales, sociales, financières. Donc on n'est pas dans un monde idéal. Et dans ce monde, il y a toujours une pression pour dire est-ce que l'enfant qui va naître avec un handicap, et le handicap n'est pas forcément physique ou intellectuel, est-ce qu'il a sa place dans notre société? Donc, dans la réalité, cet argument finit par dire que c'est, et vous l'avez dit un peu comme ça, que finalement c'est les parents qui prennent cette décision toujours difficile, qu'ils la prennent en acceptant le handicap ou qu'ils la prennent en n'acceptant pas la grossesse qui va au bout de la maternité. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, au-delà de vos convictions, qui sont profondément respectables, il y a un moment